Ok, bon, ça a l'air d'être assez unanime. Donc, si tout le monde m'entend, eh ben, c'est tant mieux. Et comme tout le monde m'a vu, je vais arrêter ma vidéo de manière à économiser de la bande passante. Et on va commencer. Alors, je vous fais les mêmes recommandations que celles que j'ai fait au groupe d'avant, avec qui ça s'est pas mal passé d'ailleurs. On peut échanger au fil de l'eau, soit par l'outil de conversation écrite, le chat, soit en utilisant le micro. Alors, je vous demande quand même de garder vos micros fermés. En revanche, si vous avez envie de répondre par oral à une question ou bien une question à poser, vous pouvez utiliser votre micro et la poser à haute voix. C'est pas interdit. Et en dehors de ça, vous gardez vos micros fermés. Pour préserver le fond sonore. Alors, je vais partager mon écran. Essayer de trouver mon diaporama. Hop, alors évidemment, mon diaporama commence à la fin. Ok. Oups. Est-ce que vous voyez tous le diaporama? Okay. Alors, si tout le monde le voit, on va pouvoir commencer. Alors, l'objectif de l'ED, c'est de vous amener à réfléchir, vous poser des questions et manipuler des notions qui, par ailleurs, ont été traitées de manière plus unidirectionnelle en cours. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous d'éclaircir des points ou de me demander d'éclaircir des points sur lesquels éventuellement je n'aurais pas été clair. On a 2 exercices à traiter pendant 7h30. C'est-à-dire qu'on a le temps de le faire sans avoir besoin de se presser particulièrement. Et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, le premier exercice commence par des considérations qui ont trait à la sécrétion d'acide par l'estomac. Et vous prenez un sujet qui est en bonne santé et évidemment volontaire, et vous lui mettez un tube dans l'estomac, et ce tube vous sert à récolter périodiquement le liquide qui est sécrété dans l'estomac. Donc vous faites ça tous les quarts d'heure. Et vous mesurez dans ce liquide la concentration des ions hydrogène. Alors les ions hydrogène, vous savez que ceux qui sont dans l'estomac, ils proviennent essentiellement de la sécrétion par un type de cellule particulier qu'on appelle cellule pariétale. Et quand vous faites ça chez un sujet normal, des valeurs que vous pouvez tout à fait observer sont celles que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, alors quand on dit en conditions basales, ça veut dire à jeun. Le débit de liquide qui est sécrété, c'est 1/2 millilitre par minute. Et si vous analysez la composition de ce liquide, vous vous rendez compte qu'il contient 60 millimoles de sodium par litre,
60 millimoles d'ion hydrogène par litre, 10 millimoles d'ion potassium par litre et 130 millimoles d'ion chlorure par litre. Et à partir de là, pour tester vos capacités à effectuer les opérations de base, on vous demande, tout simplement, de calculer en millimoles d'ion hydrogène par heure le débit de sécrétion acide basal. Donc ça, c'est pour savoir si vous savez faire une multiplication. Alors, est-ce qu'il y a des propositions de réponse? Alors, j'ai une proposition de réponse qui est de 1,8 millimoles par heure. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Effectivement, c'est 1,8 millimoles par heure. Voilà comment on fait le calcul. Donc évidemment, il faut réaliser que les unités ne sont pas homogènes, puisque là, c'est des millimoles par litre et là, c'est des millilitres par minute, et que ça, c'est des minutes et ce n'est pas des heures. Quand on tient compte de tout ça, on arrive effectivement à 1,8 millimoles d'ion hydrogène par heure, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que vous pouvez calculer le pH du liquide gastrique? Est-ce que vous avez un outil qui vous permet de calculer des logarithmes? Alors, 1,77, non. 2,7 non plus. Alors, je vais faire un tout petit rappel sur ce qu'est le pH. Le pH, c'est l'opposé du logarithme de la concentration d'ion hydrogène libre dans une solution, exprimé en mol par litre. Donc, en l'occurrence, 60 millimoles par litre, c'est 0,06 mol par litre. Si vous calculez le log de 0,06 et que vous en prenez l'opposé, vous obtenez 1,22. Donc voilà, vous avez un sujet dont le pH gastrique est de 1,22 et le débit de sécrétion, alors qu'il est à jeun, est de 1,8 millimoles par heure. Ce sujet est parfaitement normal. Vous lui injectez une dose pharmacologique de pentagastrine. Alors la pentagastrine, c'est une molécule synthétique qui comporte une partie de la séquence de la gastrine, j'allais dire de la séquence utile de la gastrine, c'est-à-dire celle qui est capable de se lier à son récepteur et de l'activer. Alors quand vous faites ça, qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Une stimulation de la production d'HCl et c'est tout. Ou il y a autre chose? Alors en fait, il va se passer plusieurs choses. La première, c'est que évidemment, il va y avoir une stimulation de la sécrétion acide, on va revenir là-dessus, mais la gastrine est un des déterminants positifs de la sécrétion d'acide par les cellules pariétales. Il va aussi y avoir une augmentation de débit de sécrétion et le liquide qui est sécrété dans la lumière de l'estomac, enfin présent dans la lumière de l'estomac, voit sa composition se modifier, il s'enrichit en chlore, il s'enrichit en ion hydrogène, et au contraire, il devient moins concentré en sodium. Et je crois que je vous avais montré cette figure-là
dans une des diapositives du cours, qui montre l'évolution en termes de débit et de composition du liquide gastrique en situation de repos, c'est-à-dire en situation de jeûne essentiellement, et en situation postprandiale, qui est une situation au cours de laquelle la concentration de gastrine est plus élevée. Effectivement, le débit de sécrétion augmente et le liquide qui était au départ plutôt riche en chlorure de sodium devient ensuite essentiellement une solution d'acide chlorhydrique. Donc, là où elle a des récepteurs, et en particulier elle a des récepteurs sur les cellules pariétales, et on observe que le débit, toujours chez le même sujet, s'élève à 3,3 millilitres par minute et que le liquide gastrique est effectivement maintenant assez pauvre en sodium, 10 millimoles par litre. Au contraire, les concentrations d'ion hydrogène et de chlore sont élevées, 130 et 160 millimoles par litre. Alors, si on vous pose les mêmes questions de calcul du débit de sécrétion d'acide et du pH, je vais admettre que vous êtes capable de le faire et vous donner directement la réponse, qui est de 25,7 millimoles par heure, qui est une réponse normale, puisque quand on fait ça chez des sujets normaux, le débit augmente entre 6 et 40 millimoles par heure, et le pH diminue à 0,9, c'est-à-dire qu'il diminue un peu, mais pas considérablement, par rapport à ce qu'il est au départ, malgré le fait que le débit de sécrétion d'ion hydrogène a été multiplié par un facteur de plus de 10. Alors, ce qui est responsable de cette sécrétion d'acide par la muqueuse gastrique, vous savez que c'est la cellule pariétale. Et la cellule pariétale, elle est équipée pour faire ce genre de choses. Elle a dans sa membrane apicale un complexe moléculaire qu'on appelle une HK-ATPase, qui est un assemblage de molécules qui peuvent sécréter des ions hydrogène et au contraire réabsorber du potassium tout en hydrolysant de l'ATP, ou plus exactement, ils ont besoin d'hydrolyser de l'ATP pour fournir l'énergie nécessaire à ces transports. Et parallèlement, dans la même membrane, on trouve un canal potassium, ici, et ce canal potassium va essentiellement permettre au potassium qui est réabsorbé par la HK-ATPase de ressortir dans la lumière et de faire la navette à travers la membrane apicale, et on trouve un canal chlorure qui, lui, va permettre une sécrétion nette de chlore, et quand vous voyez ce système fonctionner en parallèle, vous réalisez qu'en fait, c'est un très bon moyen de faire une sécrétion d'acide chlorhydrique. Alors, l'ion hydrogène, il provient en gros de la dissociation de l'acide carbonique, c'est-à-dire que la sécrétion d'ion hydrogène laisse derrière elle une molécule de bicarbonate. Et la molécule de bicarbonate, il faut bien en faire quelque chose, on ne peut pas la laisser dans la cellule. À mesure qu'on sécrète des ions hydrogène, le bicarbonate s'accumule, le pH devient alcalin, et tout va s'arrêter. Donc il faut exporter le bicarbonate à peu près au débit auquel on le produit, et pour ça, dans la membrane basolatérale, on a besoin d'un transporteur de bicarbonate qui, dans cette cellule, est essentiellement un échangeur chlore-bicarbonate, ce qui veut dire qu'après un repas, ou quand on est stimulé par de la gastrine ou de la pentagastrine et qu'on se met à sécréter activement des ions hydrogène en grande quantité, on produit beaucoup de bicarbonate qu'on envoie dans le liquide extracellulaire, et il ne faut pas s'étonner que la concentration extracellulaire du bicarbonate s'élève. Pas de souci avec ça. Ouh.
Très bien. Alors, je continue. Il se trouve que cette cellule a un équipement particulier dans cette membrane apicale, et puis elle a aussi un équipement particulier pardon, dans la membrane basolatérale, essentiellement en type de récepteur. Alors, parmi les récepteurs importants elle exprime un récepteur de la gastrine, elle exprime un récepteur de l'histamine, elle exprime un récepteur de l'acétylcholine, et l'activation de chacun de ces récepteurs est un déterminant positif de la sécrétion d'ions hydrogène. Autrement dit, gastrine, histamine et acétylcholine induisent la sécrétion gastrique acide. Dans la même membrane, on trouve aussi des déterminants négatifs qui sont, par exemple, les récepteurs de la somatostatine ou les récepteurs de prostaglandine, qui, eux, sont des inhibiteurs de la sécrétion gastrique acide. Et en fait, en jouant sur ces deux versants, les activateurs et les inhibiteurs, on va expliquer en grande partie ce qui se passe après un repas, c'est-à-dire une phase d'augmentation, puis une phase de diminution de la sécrétion gastrique acide. Ce genre de schéma, ça permet de faire quelques considérations historiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'au cours du temps, on a trouvé des moyens pour diminuer les sécrétions d'acide chez les gens qui en avaient trop. Et un des moyens très anciens, de réaliser ce genre de choses, c'était la section du nerf vague. En sectionnant le nerf vague, on supprime une bonne partie de la production d'acétylcholine et donc on fait disparaître un déterminant positif de la sécrétion acide de l'estomac. Le problème est que le rôle du nerf vague, c'est pas seulement d'activer les cellules pariétales, et que quand on coupe le nerf vague, on fait disparaître toutes les fonctions du vague, et que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Par exemple, celui de la vidange gastrique, parce que le vague, il est aussi impliqué dans l'ouverture du pylore. Donc si on a un estomac qui ne se vidange plus, parce qu'on a supprimé l'innervation vagale, ça pose quelques petits problèmes pour la suite. Donc, dès qu'il a été possible de faire autrement qu'avec de la chirurgie, les gens ont essayé de le faire. Les anticholinergiques sont des inhibiteurs de la sécrétion gastrique, pas très efficaces, mais quand même un peu. Et puis, dans une période plus récente, alors c'est une période que vous n'avez pas connue, hein, vous n'étiez pas né, mais je parle des années 1970-1980, on a vu apparaître des antagonistes des récepteurs de type H2 de l'histamine, qui ont été réellement les premiers médicaments réellement efficaces, puissants, d'inhibition de la sécrétion gastrique acide. Puis ensuite, sont apparus les inhibiteurs directs de la HK-ATPase, dont le premier a été l'oméprazole, et il a été suivi par beaucoup d'autres, et vous savez que ces médicaments sont très, très, très largement consommés, probablement un peu trop d'ailleurs, parmi nos contemporains. Donc on a aujourd'hui un arsenal thérapeutique qui est assez efficace si on veut aller agir directement sur la capacité de sécrétion d'acide par ces cellules pariétales. Alors, je vous rappelle qu'il y a une organisation temporelle de la sécrétion gastrique acide normalement, c'est-à-dire que, comme vous avez vu, quand on est en situation de jeûne, on sécrète peu d'ions hydrogène, et que ça va augmenter dans la phase qu'on appelle la phase postprandiale, et ça augmente avec une organisation qu'on a arbitrairement découpée en 3 phases, la phase céphalique, la phase gastrique et la phase intestinale. La phase céphalique
étant celle qui se produit avant que les aliments n'arrivent dans l'estomac. La phase gastrique, c'est pendant que les aliments se trouvent dans l'estomac, et la phase intestinale, elle commence quand le duodénum commence à se remplir avec les produits de vidange gastrique. Il ne vous a pas échappé que la plus grande partie de la sécrétion gastrique acide va se produire au cours de cette phase gastrique. Et ce qui est en jeu au cours de ces 3 phases, c'est pour la phase céphalique essentiellement une activation de l'innervation vague, qui est produite par les odeurs d'aliments, le goût des aliments, la mastication, la pensée des aliments. Tout ça est capable d'activer le vague suffisamment pour voir apparaître une sécrétion gastrique acide qui va largement dépendre de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine a des effets directs sur la cellule pariétale, on en a déjà parlé, mais elle a aussi des effets indirects parce que l'acétylcholine est capable de stimuler la sécrétion d'histamine par la cellule entérochromaffine-like. Et elle est capable de stimuler la sécrétion de gastrine par les cellules G qui sont essentiellement présentes dans l'antre gastrique. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'avaler la moindre bouchée pour stimuler la sécrétion gastrique acide. Mais si on se limite à ça, ça va être relativement peu. Et l'essentiel de ce qui va se produire en termes quantitatifs va se produire pendant la phase gastrique. Alors pendant la phase gastrique, on a toujours une activation du système vague. Il n'y a pas de raison que ça ait disparu. En plus, on a de la distension gastrique, parce que l'estomac, on est en train de le remplir. Et ça, c'est un facteur qui active l'innervation vagale et le système nerveux entérique. Et puis, on ne remplit pas l'estomac avec n'importe quoi. En général, on le remplit avec des aliments. Dans ces aliments, assez souvent, il y a des protéines. Donc, il y a des peptides qui vont se retrouver dans la lumière de l'estomac, et ces peptides ont une capacité de renforcer la sécrétion de gastrine par les cellules G. Donc, vous voyez que se met en place un système qui est amplifié d'activation de la sécrétion acide, directement sur la cellule pariétale et puis indirectement sur la sécrétion de gastrine et la sécrétion d'histamine. Dès cette période-là, va se mettre en jeu un système de rétrocontrôle qui implique la somatostatine. Somatostatine est fabriquée par des cellules qu'on appelle les cellules D, dont la sécrétion de somatostatine va être augmentée par le fait qu'il y a plus d'acide dans la lumière. Et quand la somatostatine est sécrétée, elle est capable d'aller agir comme un inhibiteur, directement sur la sécrétion d'acide chlorhydrique, ce qui d'ailleurs n'est pas représenté sur cette figure, c'est vrai, mais aussi comme un inhibiteur de la sécrétion d'histamine et un inhibiteur de la sécrétion de somatostatine. Et puis, on en arrive à la phase intestinale. Dans cette phase intestinale, le duodénum commence à se remplir. Alors, il se remplit avec des choses qui sortent de l'estomac, parmi lesquelles il y a des protéines, des peptides, il y a des acides aminés, et puis ça va créer une distension du grêle. Et ces phénomènes sont à l'origine d'activation de certains récepteurs entériques qui vont être des déterminants positifs de la sécrétion gastrique acide et de libération de gastrine. Il y a aussi des cellules à gastrine dans le duodénum qui vont être aussi des déterminants positifs de la sécrétion acide. En fait, la partie la plus importante de ce qui se passe pendant cette phase intestinale, c'est l'amplification du rétrocontrôle négatif, qui est due à l'acidification du contenu de l'acidification de la lumière du duodénum, la présence d'acide gras et la présence d'un liquide hyperosmotique qui va stimuler la sécrétion d'hormones qui collectivement sont appelées des entérogastrones
et stimuler aussi des récepteurs présents dans la muqueuse du duodénum, qui eux sont des récepteurs qui sont des inhibiteurs de la sécrétion acide. Et tout ça va, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la prise du repas, calmer la sécrétion acide et la ramener progressivement à la condition de base. Alors, on va s'intéresser maintenant à une situation qui n'est pas une situation normale, qui est celle d'un sujet qui a une tumeur qui fabrique de la gastrine en quantité excessive, et ça définit un syndrome qu'on appelle le syndrome de Zollinger-Ellison, du nom des deux messieurs qui ont décrit ce syndrome pour la première fois. Et vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire que vous faites une mesure en conditions basales, et puis on va faire une mesure en conditions stimulées. Donc en conditions basales, le débit de recueil est de 2 ml par minute, autrement dit, le débit de sécrétion est aussi de 2 ml par minute, et le liquide gastrique a cette composition-là. Est-ce que ça vous semble ressembler à ce qu'on trouve chez un sujet normal? Non. C'est modifié dans quel sens? Oui. Alors, le débit sécrétoire est plus élevé et le débit de sécrétion d'acide est aussi plus élevé. Si vous faites les calculs, ce que vous pouvez faire sans aucune difficulté, le débit de sécrétion est de 14 millimoles par heure. On était à 1, quelque chose, donc c'est presque 10 fois plus qu'en conditions basales chez un sujet normal. Et le pH gastrique est plus acide, un peu, que chez un sujet normal. En fait, le pH gastrique, il est le même que ce qu'on observe chez un sujet normal en conditions non stimulées. En conditions stimulées, pardon. Et vous n'allez pas rester en si bon chemin. Vous vous posez la question de savoir ce qui se passe si on fait une surstimulation en rajoutant des doses pharmacologiques de pentagastrine, et vous observez que le débit s'élève à 12 millilitres par minute et que le liquide gastrique reste essentiellement un liquide qui est très riche en acide chlorhydrique. Et si vous faites les calculs, vous arrivez à un débit de sécrétion d'environ 100 millimoles par heure avec un pH luminal qui est de 0,85. Unité pH. Alors, la question, quand vous comparez ce qu'on observe chez un sujet normal en termes de débit de liquide, de débit d'ion hydrogène, de pH en conditions normales et en conditions stimulées, vous apercevez en fait que quelqu'un qui a une tumeur qui sécrète en permanence de la gastrine a un débit en conditions basales qui est à peu près le même que celui d'un sujet normal en conditions stimulées. Et il a aussi à peu près le même pH, il a aussi à peu près la même concentration d'ion hydrogène, et que c'est considérablement renforcé si on le stimule, le sujet qui a un syndrome de Zollinger-Ellison, par de la pentagastrine. Comment vous interprétez ça? Qu'est-ce qui peut, d'après vous, rendre compte du fait que quand on stimule un sujet normal par de la pentagastrine, quand on stimule un sujet qui a un syndrome de Zollinger-Ellison par de la pentagastrine, le débit sécrétoire est encore plus élevé chez le sujet qui a une pentagastrine, qui a une tumeur gastrique.
Alors, pas de rétrocontrôle, c'est bien essayé. En fait, le rétrocontrôle, à ce stade-là, ne peut absolument rien. Vous utilisez des doses pharmacologiques d'une hormone, c'est la même chose pour, la deuxième proposition. Heu, Vous utilisez des doses pharmacologiques, donc vous stimulez les récepteurs, chaque récepteur de manière maximale. Donc l'explication, ça peut pas être ça. Alors il y a davantage de récepteurs, ça c'est une bonne suggestion, qui amène une autre question. Pourquoi y aurait-il plus de récepteurs? La tumeur fabrique de la gastrine? Alors absolument oui, ça c'est sa caractéristique, elle fabrique de la gastrine en permanence et elle en sécrète en permanence. Pourquoi il y a plus de récepteurs? Non, pas parce qu'il y a plus de molécules de gastrine. On parle des récepteurs qui sont sur la cellule pariétale, hein. Ce sont ces récepteurs qui sont la cible de la gastrine. Non, ils ne sont pas plus stables. Pas d'idée? Bah, la première, enfin, une des premières hypothèses, si vous avez plus de récepteurs, c'est tout simplement de penser qu'il y a plus de cellules. Et c'est exactement ce qui se produit. C'est-à-dire que quand on administre de la pentagastrine, on met chaque cellule pariétale dans une situation de sécrétion maximale. Et la sécrétion totale, elle est proportionnelle au nombre de cellules, puisqu'on oblige chaque cellule à faire le maximum. Donc si on en fait plus, c'est qu'il y a plus de cellules. Ce qui vous apprend une chose supplémentaire sur le rôle de la gastrine. Non seulement c'est une hormone qui fait sécréter des ions hydrogène par la cellule pariétale, mais c'est aussi une hormone qui a un rôle sur la prolifération des cellules pariétales. Et dans le syndrome de Zollinger-Ellison, où il y a tout le temps de la gastrine, beaucoup plus que ce dont on a besoin, il y a une hyperplasie de cellules pariétales. Si vous deviez quantifier, si vous comparez par exemple les débits de sécrétion d'acide en conditions stimulées par la pentagastrine du sujet normal et du sujet qui a un syndrome de Zollinger-Ellison, dans les exemples qu'on a pris, vous diriez qu'il y a combien de fois plus de cellules pariétales chez le sujet avec Zollinger-Ellison que chez le sujet normal? Alors, je vous rappelle, on avait observé une sécrétion chez le sujet normal, 5 millimoles par heure en condition maximale, et on est passé à 100 millimoles par heure. Ouais, 4 fois plus. On est d'accord. Donc, il a 4 fois plus de cellules pariétales qu'un sujet normal. Alors, en vous basant là-dessus, à votre avis, quelle est la zone qui est la plus à risque de développer des ulcères au cours du syndrome de Zollinger-Ellison? Est-ce que c'est l'estomac ou est-ce que c'est le duodénum? Et
si vous me faites une proposition, vous pouvez essayer de la sortir d'un argumentaire. Alors, duodénum, parce qu'il n'y a pas de mucus protecteur. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, l'estomac, car la sécrétion augmentée d'acide détruit le mucus gastrique, c'est vrai aussi. Après, il va falloir choisir, hein. Soit c'est l'estomac, soit c'est le duodénum. Donc, il faudra un troisième avis, au moins. Oui, mais il y a un renouvellement constant de mucus, mais ça, c'est pas une réponse. C'est un argumentaire pour détruire l'argumentaire de l'interlocuteur. Oui, c'est vrai, il y a un renouvellement constant de mucus. Bon, allez, j'arrête de vous torturer. La réponse, c'est le duodénum. Alors, effectivement, l'estomac, il sait assez bien se protéger. Il est capable de fabriquer du mucus, il est même capable d'en produire beaucoup, c'est-à-dire plus qu'en situation normale quand c'est nécessaire. En plus, il est capable de faire un mucus alcalin. Donc, si on ne vient pas interférer avec des médicaments malvenus comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'estomac, il va relativement bien résister à ces conditions-là, parce qu'en plus, vous avez vu que les conditions de pH ne vont pas être très différentes de ce qu'on a en situation normale. En revanche, le duodénum, lui, il va morfler, parce qu'il n'est pas équipé pour voir arriver en permanence un liquide qui est franchement acide et en grande quantité. Donc les ulcères vont essentiellement se développer dans le duodénum, principalement dans la partie la plus proche de l'estomac. Donc ce qu'on appelle le segment D1, mais éventuellement, on va voir aussi ça dans le segment D2, voire dans le segment D3, dans les cas où le débit est vraiment très élevé. Mais la première cible, c'est le duodénum. Alors, le monsieur qui a le syndrome de Zollinger-Ellison, il vient vous voir non seulement pour vous dire qu'il a des douleurs d'ulcère duodénal, mais il vous explique aussi qu'il a une diarrhée et que ces diarrhées sont graisseuses. Donc vous suspectez qu'il a possiblement une malabsorption intestinale des lipides. Et je vous pose 3 questions. La première question, c'est celle du mécanisme possible. La deuxième question, c'est celle de la manière dont vous vous y prendriez pour montrer qu'il a effectivement une malabsorption de lipides. Et la troisième question, c'est quel traitement vous proposez. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Qu'est-ce que vous proposez comme mécanisme pour expliquer une malabsorption de lipides chez quelqu'un qui a un syndrome de Zollinger-Ellison? Alors, la destruction du duodénum. Alors, heureusement, le duodénum ne va pas être détruit. Éventuellement, il va souffrir, éventuellement, il va être ulcéré, mais il ne va pas être détruit. Et comme on va le voir, en plus, tout à l'heure, ce n'est pas dans le duodénum qu'on absorbe le plus de lipides. Donc, je ne dis pas que le duodénum va se porter bien, hein, mais ça ne va pas être ça la cause principale de maldigestion.
Alors, en revanche, peut-être que les lipases ne fonctionnent pas à pH très faible. Ça, c'est une question qu'on peut examiner. La destruction des bactéries intestinales, on ne leur a pas fait jouer un grand rôle aux bactéries intestinales dans la digestion des lipides jusqu'à présent. On revient sur le fait que l'activité de la lipase est dépendante du pH. Alors, donc on va examiner ça, et je vous ai mis cette diapositive dans une des capsules du cours, qui est la répartition géographique en proportion des zones dans lesquelles ont lieu l'absorption des lipides le long de l'intestin grêle. Et ce que vous voyez sur cette figure, c'est que le territoire qui est le responsable de la plus grande partie de l'absorption des lipides, ce n'est pas le duodénum, c'est le jéjunum. Donc même si le duodénum a sa muqueuse altérée par l'acidité, le jéjunum, lui, il devrait être capable de continuer à absorber des lipides, parce que c'est lui qui, normalement, fait la plupart du boulot. Et puis, l'iléon, on lui en demande en général peu, parce qu'il en reste peu à faire. Mais on pourrait lui en demander un peu plus, et il serait capable de le faire. Donc, les altérations de structure, ce n'est pas la raison principale. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'altération de structure. Ce n'est pas la raison principale. La raison principale, vous l'avez pointé, en fait, c'est que les lipides alimentaires, c'est avant tout des triglycérides en quantité, et que les triglycérides, on ne sait pas les absorber. En tant que, sous forme de triglycérides, on a besoin de commencer par les digérer, parce que ce qu'on sait absorber, c'est les molécules de deux monoglycérides, c'est-à-dire une molécule de glycérol avec un seul acide gras, et on sait aussi absorber les acides gras. Mais pour transformer un triglycéride en ça, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la lipase. Et une des caractéristiques de la lipase, ou une des exigences, en tout cas de la lipase, c'est qu'on lui demande de fonctionner dans un environnement où le pH est au moins égal à 6. En dessous de 6, c'est rien faire. Ce qui est responsable du maintien d'un pH dans l'intestin grêle à des valeurs compatibles avec l'action de la lipase, c'est les sécrétions pancréatiques et un peu les sécrétions biliaires qui viennent tamponner tout l'acide qui sort de l'estomac. Et ça y arrive très bien, mais en situation normale. Maintenant, quand de l'estomac, il en sort 4 fois plus qu'en situation normale, pas sûr que le pancréas, et encore moins la bile, soit capable de tamponner tout ça et de ramener le pH dans la lumière à une valeur compatible avec l'action de la lipase. Pas sûr du tout. Et puis, il y a une deuxième raison. Et alors, si la lipase n'est pas capable d'avoir sa pleine activité enzymatique, ben, elle va avoir un mal de chien de transformer les triglycérides en produits absorbables, et un triglycéride pas digéré et un triglycéride non absorbé, donc il reste dans la lumière de l'intestin, et ça fait du gras à la sortie. Il y a une deuxième raison, c'est que les lipides n'aiment pas l'eau. Et c'est compliqué de solubiliser des lipides dans un environnement hydrique. En fait, on a besoin de les conditionner pour faire ça. Et la première forme de conditionnement, c'est ce qu'on appelle l'émulsion, enfin les gouttelettes d'émulsion, qui sont des petites gouttes de lipides dans le fluide intestinal. Et pour faire ces gouttelettes d'émulsion, on a besoin d'acides biliaires. Et les acides biliaires ont un mal de chien à faire un manteau ou une enveloppe
les gouttelettes d'émulsion en conditions de pH acide. Ils font ça très bien à pH neutre, mais en conditions de pH acide, c'est très difficile. Et cette nécessité de conditionnement, on le retrouve aussi avec les produits de digestion des lipides, qu'on va impacter dans des structures qui sont beaucoup plus petites que les gouttelettes d'émulsion, qu'on appelle des micelles. Mais le manteau des micelles, c'est aussi des acides biliaires, et les acides biliaires ont tout autant de mal à fabriquer ce manteau des micelles en conditions acides qu'en conditions de pH neutre. Donc ça, c'est une raison supplémentaire, et ça permet de vous rappeler qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour pouvoir digérer et absorber des lipides, et que toutes ces conditions sont limitantes. Donc c'est pas du ou, c'est du et. Il faut être capable de former des émulsions, il faut être capable de former des micelles. Pour ça, on a besoin d'acides biliaires, on a besoin d'acides biliaires capables de faire leur boulot. On a besoin d'enzymes, et les enzymes ont besoin de conditions optimales de pH pour pouvoir fonctionner. On a besoin que la muqueuse soit intègre, et on a besoin, alors ça c'est après, à l'intérieur de la cellule, on a besoin d'apolipoprotéines pour pouvoir réimpacter les lipides et les exporter à travers la membrane basolatérale des entérocytes. Donc, à la question, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme mécanisme pour expliquer la malabsorption? En fait, vous l'avez fait, il y a une inactivation de la lipase pancréatique par le pH luminal acide. Et comment est-ce que vous démontrez qu'il y a une malabsorption des lipides? Comment vous en faites la démonstration? Alors, on regarde les selles, certes, mais vous les regardez comment? Alors, mesure du taux de lipides dans le sang, pas trop dans le sang, parce que c'est pas trop là que ça se passe. Avant qu'une malabsorption de lipides retentisse sur les valeurs de lipides dans le sang, il va s'écouler un peu de temps. Alors l'endoscopie, ça va pas trop vous aider. L'endoscopie, ça vous montre l'état de la paroi, mais ça vous dit pas comment ça fonctionne. Alors en fait, il y a une technique qui est assez classique, qui est ce qu'on appelle la mesure de la stéatorée. Pour mesurer la stéatorée, vous imposez au sujet un régime calibré en graisse, 100 grammes par jour, que vous faites pendant au moins 3 jours. Et un sujet normal, dans ces conditions-là, élimine moins de 6 grammes de lipides par jour. Parce que normalement, les capacités de digestion et d'absorption des lipides sont extrêmement élevées. Plus de 94% des lipides ingérés. Si vous passez au-delà de cette valeur, dans ces conditions-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va revenir tout à l'heure, mais la mise en évidence d'un syndrome de malabsorption des lipides, c'est la mise en évidence d'une stéatorée, c'est-à-dire d'une excrétion de lipides dans les selles supérieure à 6 grammes par jour. Et comment est-ce que vous traitez ça? En l'occurrence, puisque c'est dû au fait que le pH dans la lumière de l'intestin est trop acide et empêche la lipase de fonctionner, et dans une certaine mesure empêche les gouttelettes d'émulsion et les micelles de se fabriquer. Qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Je vois quelqu'un qui me propose des antiacides, ce qui me paraît être une bonne idée.
C'est-à-dire que voilà, on va empêcher la sécrétion d'acide par la cellule pariétale. Et normalement, ça devrait améliorer l'histoire. Alors, le régime alimentaire, oui, on peut rajouter un régime alimentaire. C'est-à-dire un régime qui ne soit pas trop gras, mais enfin, c'est sympathique quand même de pouvoir mettre un peu de beurre sur les tartines de temps en temps. Je préfère mes tartines beurrées que mes tartines pas beurrées. Donc, je préfère prendre des IPP que d'enlever le beurre de mes tartines. Alors évidemment, si vous pouvez traiter la cause, c'est encore mieux, parce qu'à l'origine de tout ça, je vous rappelle, il y a une tumeur qui sécrète de la gastrine. Si vous pouvez soit enlever la tumeur, soit la dézinguer avec une chimiothérapie bien conduite, voire une radiothérapie, vous avez réglé directement la cause des problèmes, ce qui est pas mal non plus. Alors voilà comment, je reviens sur la stéatorée, voilà comment on fait en pratique. Hein. Je vous ai dit, c'est un régime calibré en graisse, 100 grammes de lipides purs, hein, 100 grammes de gras, pendant 3 jours, et on recueille les selles et on analyse les selles. Alors, soit en microscopie, soit en faisant une quantification chimique des graisses. Et la norme, c'est d'avoir moins de 6 grammes par jour de lipides dans ces conditions-là, dans les selles. Et la normale, c'est d'avoir plus. Et quand vous avez plus, la conclusion est il y a un syndrome de malabsorption des lipides. En revanche, ça ne vous dit pas quelle est la cause du syndrome de malabsorption des lipides. Comme on a vu, il y a plein de raisons pour lesquelles la digestion et l'absorption des lipides peuvent dysfonctionner. Ça ne vous dit pas laquelle est en cause. Okay. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Si vous êtes toujours là. Ben oui, apparemment, vous êtes là. Non, ça va pour moi, c'est bon. Bon, alors on va passer. Les IPP sont le seul traitement. Alors, non, c'est pas le seul traitement. Le meilleur traitement du syndrome de Zollinger-Ellison, c'est le traitement de la tumeur. Maintenant, comme traitement symptomatique pour inhiber la sécrétion d'acide par la cellule pariétale, les IPP sont plus efficaces que les anti-H2. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu tellement de succès. Mais vous pouvez utiliser, à l'époque où on n'avait pas d'IPP, on utilisait des anti-H2 comme traitement symptomatique. Si on fait une exérèse de la tumeur, il faut quand même produire des IPP après ou c'est plus nécessaire. Ça dépend si vous avez été chirurgicalement efficace ou pas, c'est-à-dire si vous avez tout enlevé, il n'y a plus de raison, le sujet redevient normal. Donc il n'y a plus besoin de donner des IPP. Exercice numéro 2. Ah oui, alors l'exercice numéro 2, il est censé vous faire réfléchir un peu sur les mécanismes de digestion et d'absorption à partir de quelque chose dont vous avez peut-être sûrement entendu parler, qui est la chirurgie bariatrique ou chirurgie thérapeutique de l'obésité. Dont une des variantes consiste à créer une anomalie anatomique du tube digestif de telle sorte qu'on va induire obligatoirement un syndrome de malabsorption. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un montage chirurgical qu'on appelle le court-circuit de type roue en Y,
Et pourquoi en Y? Ben parce qu'on modifie l'anatomie du tube digestif de telle sorte que l'intestin forme grossièrement la forme d'un Y, dont vous avez la grande barre ici et la petite barre ici. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce genre de chirurgie? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va séparer la plus grande partie de l'estomac, le duodénum et une partie variable du jéjunum, du reste de l'estomac, donc il ne reste plus qu'un petit bout d'estomac ici, et puis on va remonter une anse jéjunale, ici, qu'on va venir à boucher à cette petite partie de l'estomac qui reste. Et ce qui a été sectionné, qui au départ était ici, hein, l'abouchement il se faisait comme ça, cette partie qui a été sectionnée, on va venir l'anastomoser à plus ou moins loin en aval du Graal qui reste. Donc vous avez compris la conséquence de ça sur le trajet alimentaire. Le trajet alimentaire, c'est les aliments arrivent par l'œsophage, ils rencontrent ce petit estomac, donc l'estomac va évidemment se remplir plus vite qu'un estomac normal. Et puis quand la vidange se fait, et se fait dans cette anse grêle, et puis le chemin va se faire comme ça. Il se trouve que donc la plus grande partie de l'estomac est hors jeu, et il se trouve aussi que les sécrétions biliaires et les sécrétions pancréatiques qui se déversent ici, dans le duodénum, ne vont être en contact avec les aliments qu'à partir du moment où on a franchi le confluent. En amont du confluent, aucune chance de pouvoir rencontrer des sécrétions biliaires ou des sécrétions pancréatiques. OK? Allô, la Terre? OK. Donc, bien entendu, tout ce qui va se passer ici ne va pas forcément se passer normalement. Voilà. Donc, votre sujet, alors oui, si je vous rappelle que dans l'estomac, on a une capacité d'absorption qui est quand même très limitée. On est capable d'absorber un peu d'eau, on est capable d'absorber de l'alcool. C'est pour ça que ça va vite. De toute façon, de l'alcool, on est capable de l'absorber n'importe où. Éventuellement un petit peu de glucose, que dans le côlon, on absorbe essentiellement de l'eau et des ions, et que l'essentiel de ce qu'on absorbe, en termes de glucose, en termes d'acides aminés, d'oligopeptides, en termes de gras, en termes d'ions, de minéraux, c'est quand même dans le grêle qu'on l'absorbe, avec certaines spécificités, par exemple que le fer, il est surtout absorbé dans le duodénum, que le calcium, le magnésium, il préfère être absorbé dans le grêle proximal que dans le grêle distal, etc., etc. Bon. Donc le grêle, ça sert à quelque chose. Alors, un de vos patients qui a eu une chirurgie de ce type-là, il est d'un côté content parce que son indice de masse corporelle a diminué, mais d'un autre côté, il n'est pas content parce qu'il est très fatigué, de plus en plus fatigué depuis quelques mois, à tel point qu'il vient vous voir en disant docteur, je n'en peux plus. Et je suis essoufflé au moindre effort, etc. Et je ne peux plus rien faire. Et parmi les examens que vous lui faites faire, il y a un hémogramme qui vous dit que ce monsieur a 8 grammes d'hémoglobine, un hématocrite à 22% et un volume globulaire moyen à 110 microns/cube. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Une anémie, certes. Anémie par déficit en B12, carence en B12. Bon, manifestement, vous avez déjà fait de l'hémato.
parce que vous pensez aux bonnes choses. Alors, j'ai juste une question. Est-ce qu'il n'y a que la B12 qui est possiblement responsable? Ouais, la B9. Oui, exactement. Alors, c'est soit une carence en vitamine B9, soit une carence en vitamine B12, ou les deux d'ailleurs. Donc vous mesurez et vous vous rendez compte que la concentration plasmatique de B12 est très anormalement basse, alors que celle de B9 est normale. Donc voilà, B9 normale chez lui. Le problème, c'est la B12. Alors, une des caractéristiques de la vitamine B12, c'est qu'on a des besoins de l'ordre de quelques microgrammes par jour, et que notre alimentation, heureusement, nous apporte de la vitamine B12, mais nous n'apporte pas des quantités considérables par rapport à ce dont on a besoin. Autrement dit, on peut se retrouver assez facilement dans une situation d'insuffisance en vitamine B12 si les apports sont insuffisants, ou bien si à partir d'apports normaux, on a un syndrome de malabsorption de la vitamine B12. Alors, on a quand même quelques réserves. On en a dans le foie et on en a ailleurs dans l'organisme. Collectivement, ça nous permet, si on n'a plus d'absorption de vitamine B12 ou plus d'apport de vitamine B12, ça nous permet de tenir quelques années avant qu'il commence à y avoir des conséquences, 2 à 3 ans. Mais si on n'apporte pas de vitamine B12, qui est nécessaire pour l'hématopoïèse, il va fatalement y avoir des conséquences. Alors, la vitamine B12 est là une destinée qui est assez singulière et qui est aussi assez compliquée, qui est détaillée sur cette figure, qui vous rappelle que alors, la vitamine B12 étant représentée ici en bleu, cobalamine, elle arrive dans l'alimentation liée à des protéines alimentaires. Et elle va arriver sous cette forme-là à l'estomac. Et là, il va lui arriver une première chose, c'est que dans l'estomac, il y a des pepsines. Les pepsines sont capables de faire de l'hydrolyse de protéines et que la vitamine B12 va se trouver séparée de la protéine avec laquelle elle était arrivée dans l'estomac. Alors, la vitamine B12 n'aime pas la solitude. Donc, elle va se lier immédiatement à une autre protéine qu'on appelle protéine R ou aptocorine, qui est la forme sous laquelle elle va sortir de l'estomac. Et indépendamment de ça, ou en tout cas indépendamment maintenant, l'estomac est aussi le seul site de production de cette protéine qu'on appelle le facteur intrinsèque, qui va être utile un peu plus tard. Donc le complexe cobalamine, protéine R et le facteur intrinsèque sortent de l'estomac, arrivent dans le duodénum. De nouveau, il y a des enzymes protéolytiques ici qui vont hydrolyser la liaison entre la vitamine B12 et la cobalamine, libérer la vitamine B12 qui maintenant va se lier au facteur intrinsèque. Et sous cette forme-là, on arrive à l'iléon terminal où il y a des récepteurs pour le complexe vitamine B12 facteur intrinsèque qui permet à ce complexe de rentrer à l'intérieur des cellules. Ce récepteur s'appelle la cubiline. Et à l'intérieur de la cellule, il y a de nouveau une séparation de la B12 et du facteur intrinsèque, et la B12 trouve un quatrième partenaire. Donc l'infidélité de cette vitamine est proverbiale, grâce auquel elle va rentrer dans la circulation et arriver jusqu'au foie où elle va être stockée.
Alors, il y a évidemment plein de raisons pour lesquelles la vitamine B12 peut être finalement mal absorbée. Soit parce que la cubiline est sur quelle cellule? La cubiline est exprimée à la membrane apicale des entérocytes de l'iléon terminal. Et elle est également, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, exprimée à la membrane apicale des cellules du tubule proximal dans le rein, avec une autre protéine qu'on appelle la mégaline. Mais bon, on ne va pas parler du rein. Première raison pour laquelle on peut mal absorber de la vitamine B12, c'est la diminution de la sécrétion d'acide chlorhydrique, parce que pas d'acide chlorhydrique, pas d'activation des pepsines, nos gènes, donc pas d'activité pepsine, donc pas de rupture de cette liaison. Deuxième possibilité, c'est pas de facteur intrinsèque, par exemple parce qu'on a enlevé l'estomac, ou bien parce que l'estomac est atrophié. Vous savez qu'il y a une anémie qu'on appelle l'anémie de Birmer, qui est une maladie auto-immune, au cours de laquelle il y a une atrophie gastrique, en particulier des cellules pariétales. Donc on ne produit plus de facteurs intrinsèques et on ne peut plus former ce complexe. Donc il n'y a plus d'absorption efficace de la vitamine B12. Troisième possibilité, l'insuffisance pancréatique exocrine. Il faut des enzymes protéolytiques pour cliver cette liaison et rendre la vitamine B12 disponible pour le facteur intrinsèque. Quatrième possibilité, des pullulations microbiennes dans le grêle ou la présence de certains parasites. Le Ténia botriocéphale est légendaire pour ça. Il se nourrit de vitamine B12, le Ténia botriocéphale. Et il crée des carences en vitamine B12. Toutes les atteintes de l'iléon terminal, soit parce qu'il n'y a plus d'iléon terminal, le chirurgien vous l'a enlevé, ou bien l'iléon terminal est le siège d'une maladie qui l'a tellement abîmé qu'il n'est plus capable de faire son boulot, ou bien la cubiline a subi une mutation qui fait qu'elle ne se comporte plus comme un récepteur du complexe facteur intrinsèque vitamine B12. C'est une maladie génétique rare, mais ça existe. Voilà, tout ça peut être une cause potentielle de malabsorption de vitamine B12. Alors, c'est quoi la question? C'est l'acide chlorhydrique qui clive cobalamine protéine. Non, ce sont les pepsines. Mais pour activer, vous savez que les cellules, alors principales cette fois, de l'estomac, fabriquent des pepsinogènes. Les pepsinogènes sont des enzymes inactives, ce sont des proenzymes. Pour activer les pepsinogènes, il faut les mettre en milieu acide. Si vous ne les mettez pas en milieu acide, ça reste des pepsinogènes, ça ne va absolument rien faire sur la liaison vitamine B12 protéine. Voilà. Donc, dans notre histoire, à votre avis, qu'est-ce qui est défaillant? Pourquoi est-ce que ce patient a une malabsorption de vitamine B12? Alors, il y a sûrement moins de facteurs intrinsèques, ça c'est sûr, mais enfin, l'estomac, il est intègre. Hein. En revanche, le problème est que ce qui arrive dans l'intestin, c'est sous cette forme-là. Parce qu'il n'y a pas eu de protéolyse. Non, non, on n'a pas retiré l'estomac. La liaison, l'estomac, il est toujours là. Il est juste court-circuité. Si on revient, attends, je reviens 5 minutes sur le montage. Voilà. Tac. L'estomac n'est pas retiré. Tout ça, on ne le retire pas, hein, on le laisse en place. Mais c'est plus sur le trajet alimentaire. Donc déjà, il n'y a plus jamais de remplissage de l'estomac.
Donc, on va certainement fabriquer moins de facteurs intrinsèques, parce que les déterminants de la sécrétion de facteurs intrinsèques, c'est les mêmes que les déterminants de la sécrétion gastrique acide. Quand la vitamine B12 elle arrive liée à une protéine, il y a là, jusqu'à cet endroit-là, il n'y a absolument rien qui va venir débobiner l'affaire. Il n'y a pas d'enzyme protéolytique là. Donc, quand enfin le complexe vitamine B12 facteur intrinsèque va rencontrer des enzymes protéolytiques, à partir du moment où elles arrivent ici, on est déjà relativement avancé. Donc, ce n'est pas sûr du tout que l'intégralité de la vitamine B12 va pouvoir être libérée de sa protéine porteuse, qu'elle va pouvoir se lier au facteur intrinsèque, etc. Donc, la vitamine B12, vaut mieux en donner. À votre avis, est-ce que ce sujet est capable, est-ce qu'il est capable d'absorber des triglycérides? Non, je suis d'accord. Pourquoi? Alors, il a moins de jéjunum, ça c'est sûr. La question est dans l'anse alimentaire. Hein. Est-ce qu'il est capable d'absorber des triglycérides dans l'anse alimentaire? Alors, dans l'anse alimentaire, il n'y a pas d'acide biliaire et il n'y a pas de lipase. Donc là, vous avez absolument raison. Il y a au moins 2 raisons pour lesquelles, ici, ce qu'on appelle l'anse alimentaire, il n'est pas possible de digérer et donc d'absorber les triglycérides. Il n'y aura jamais, il suffit de regarder le montage, il n'y aura jamais à cet endroit-là ni acide biliaire ni lipase. Donc pour les triglycérides, c'est plié. On ne peut pas les digérer. Il n'y a pas l'enzyme et puis il n'y a pas les molécules qui permettent de faire le conditionnement. Ça, je vous l'ai déjà raconté, donc je ne vais pas revenir dessus. Les phospholipides, est-ce qu'on peut, dans l'anse alimentaire, toujours ici, là, est-ce qu'on peut absorber des triglycérides, des phospholipides? Qu'est-ce qu'il faut pour digérer des phospholipides? Alors, il faut des acides biliaires, bah oui, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? Oui, il faut une phospholipase. Et la phospholipase, elle vient d'où? Du pancréas. Donc, la réponse est dans l'anse alimentaire, il n'y aura pas de phospholipase et il n'y aura pas d'acide biliaire. Donc, digérer et absorber les phospholipides, c'est illusoire, on n'y arrivera pas. La phospholipase A2, qui est la principale phospholipase sécrétée par le pancréas, c'est une enzyme qui est capable de transformer un phospholipide, alors ça c'est un phospholipide particulier, qui est la phosphatidylcholine, en une molécule de l'isophospholipide, en l'occurrence la lysophosphatidylcholine, et une molécule d'acide gras. Donc, autrement dit, elle a enlevé une molécule d'acide gras de ça, et ça, c'est absorbable. Mais ça ne l'est pas. Et pour l'absorber, il faut de la phospholipase A2. La phospholipase A2, c'est sécrété par le pancréas et c'est actif sur des lipides conditionnés. Et pour le conditionnement, il faut des sels biliaires. Bon, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Il y a 2 formes de conditionnement. Hein. Il y a la gouttelette d'émulsion et il y a la molécule de micelle.
La gouttelette d'émulsion et la molécule de micelle nécessitent, pour se structurer une paroi en tout cas, nécessitent la présence d'acide biliaire. Alors, est-ce qu'il est capable d'absorber le fer? Donc la réponse est assez unanime et la réponse est non. Le fer n'arrivera jamais à l'endroit où on peut l'absorber, qui est la muqueuse duodénale. Ce que j'ai expliqué au groupe précédent, c'est que la formulation de cette question est ambiguë. Est-ce que ce sujet est capable d'absorber du fer? Oui, il pourrait avoir une anémie par manque de fer aussi. Sauf que les anémies par manque de fer ne sont pas des anémies macrocytaires, ce sont des anémies microcytaires. Si quelqu'un me dit, est-ce que quelqu'un est capable d'absorber du fer après une chirurgie de type bypass, et que la réponse est oui, parce que son duodénum est intègre, je ne pourrais pas lui dire qu'il a tort. Le duodénum est effectivement intègre. Le problème, c'est qu'il ne va jamais voir passer de fer, le duodénum. Mais si on lui demandait d'absorber du fer, il le ferait. Donc le fait est que ce sujet ne va pas absorber de fer. Parce qu'on ne lui donne jamais la possibilité de le faire, on n'apporte jamais le fer à l'endroit où il est capable d'absorber le fer. Pour absorber du fer, il faut un transporteur de fer, et ce transporteur de fer est un cotransport fer ferreux ion hydrogène, qui est principalement présent dans la membrane apicale des entérocytes du duodénum. Et dans les mêmes cellules, il y a une enzyme qui est capable de réduire le fer, de fer ferrique en fer ferreux, qui est la forme absorbable. On ne sait pas absorber le fer ferrique. On va passer là-dessus parce que c'est pas trop le sujet quand même. Est-ce que un sujet qui a un montage de ce type-là est capable d'absorber dans l'anse alimentaire du glucose et du fructose? Et vous ne regardez pas la réponse, parce que la réponse est malencontreusement sur la diapositive. Alors, donc la réponse est effectivement oui. En revanche, l'explication que me donne l'une d'entre vous n'est pas la bonne explication. Il se trouve que le glucose et le fructose font partie du petit nombre de molécules qui n'ont pas besoin d'être digérées pour être absorbées. Donc, s'il n'y a pas besoin de digestion, il suffit qu'il y ait des transporteurs. Donc, la question est, y a-t-il dans le jéjunum et dans l'iléon des transporteurs de glucose et de fructose dans la membrane apicale des entérocytes? Et la réponse est oui. Même si ce n'est pas forcément là qu'il y en a le plus, il y en a. Je vous rappelle que le glucose, il rentre dans la cellule avec un cotransport sodium-glucose qui partage avec le galactose. Et le fructose, il rentre dans la cellule grâce à un transporteur de fructose. Oui, non, mais je suis d'accord. Le glucose, en situation normale, on apporte du glucose essentiellement sous forme d'amidon. Donc l'amidon, on a besoin de le digérer parce que l'amidon, il n'est pas absorbable sous forme d'amidon. Et la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'il peut absorber du glucose dans l'anse intestinale? La réponse est oui.
Est-ce qu'il peut absorber du fructose dans l'intestinal? La réponse est oui. Il a tout ce qu'il faut pour l'absorber, tout. Est-ce qu'il peut absorber le saccharose et le lactose? Et la réponse est la réponse est oui, absolument. Pour digérer, alors, ni le lactose ni le sucrose ne sont absorbables. Eux, à la différence du glucose et du fructose, ils ne sont pas absorbables, ils ont besoin d'être digérés. En revanche, les enzymes qui sont nécessaires à leur digestion ne sont pas des enzymes pancréatiques. Ce sont des enzymes qui sont présentes dans la muqueuse de l'intestin, des entérocytes. La lactase et le complexe sucrase isomaltase, ils sont présents dans la membrane apicale des entérocytes. Donc, si vous prenez une anse jéjunale et que vous la remontez pour la boucher à la poste gastrique, elle est bordée de cellules épithéliales, d'entérocytes, qui expriment ces enzymes dans la membrane apicale. Donc, il y a absolument tout ce qu'il faut pour digérer le lactose et pour digérer le sucrose et produire, dans un cas, du glucose et du galactose, et dans l'autre cas, du glucose et du fructose, ou du glucose tout seul. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut digérer l'amidon? Ben, là, en fait, vous avez déjà donné la réponse. L'amidon, évidemment, n'est pas absorbable. L'amidon, c'est un polymère de glucose. Et la première étape de la digestion de l'amidon, c'est la digestion par l'amylase. L'amylase, qui est l'enzyme qui est capable d'hydrolyser les liaisons alpha 1,4, à condition qu'elle ne soit pas en extrémité de polymère, et qui n'est en revanche pas capable d'hydrolyser les liaisons alpha 1,6, ni les liaisons en extrémité de polymère. Donc l'amylase va être capable de fabriquer des dimères de glucose, des trimères de glucose et des dextrines, qui se caractérisent par l'expression d'au moins une liaison alpha 1,6. Tout ça n'est pas digérable au-delà par l'amidon, mais ça va être digéré par les enzymes de la membrane apicale des entérocytes. N'empêche que la première étape, c'est d'arriver à produire ça. Et l'amylase, elle est essentiellement produite par le pancréas. Donc, si vous ne mettez pas d'amylase, dans l'anse alimentaire, il n'y a pas de digestion d'amidon qui est possible. Et ce qui explique que quand on fait de ce type de chirurgie, dont le but est de réduire le poids corporel des gens qui ont une obésité qui le justifie, d'une part, il n'est pas question de laisser partir les gens dans la nature sans entreprendre une surveillance clinique et biologique. Donc il y a des choses qu'il faut surveiller régulièrement, la composition du sang, les concentrations d'électrolytes, la glycémie, le stock en fer, combien il y a de vitamine B12, combien il y a de folate, combien il y a de vitamine D, combien il y a d'hormones parathyroïdiennes, combien il y a de vitamine B1, comment sont les lipides, est-ce que le foie va bien, et puis il y a des choses à donner, parce que autrement, on est à peu près sûr que ces gens vont devenir carencés. Or, carencer les gens, c'est pas le but, parce que le but, c'est qu'ils aillent mieux, c'est pas qu'ils aillent moins bien. Donc, ils vont avoir besoin de fer, encore une fois.
le site principal d'absorption du fer, il est court-circuité. Ils ont besoin de vitamine B12, ils ont besoin de folate, ils ont besoin de B1, ils ont besoin de plus de calcium que des sujets normaux, puisque le site normal d'absorption du calcium, qui est le grêle proximal, ben là, il est hors jeu. Alors, on peut absorber du calcium ailleurs que dans le grêle proximal, on peut en absorber dans le grêle distal, mais c'est plutôt moins efficace. Donc, il faut en apporter plus. A besoin de vitamine D, et puis il y a besoin de tout un tas de molécules qui sont essentiellement des cofacteurs d'enzymes. Encore une fois, le but n'est pas de rendre ces gens-là malades. Donc, il faut leur apporter ce dont ils manquent. Voilà. Mais en prise orale, le problème reste le même. C'est pour ça que... Alors, la prise orale, c'est quand même plus confortable que l'administration parentérale des médicaments. C'est pour ça qu'il faut surveiller. C'est-à-dire qu'on peut commencer par donner les trucs par voie orale, et puis, en surveillant, on va bien voir si les stocks baissent. Si les stocks baissent, ça veut dire que la voie orale, elle n'est pas adaptée chez ce sujet-là et qu'il va falloir en changer. Si on maintient les stocks avec la voie orale, tout va bien. Et encore une fois, c'est plus simple de prendre les trucs par la bouche. Alors, oui, ils vont rester toute leur vie avec le bypass. Alors, bon, il y a des bypass qu'on peut démonter dans certains cas, mais a priori, oui, ils vont rester avec leur bypass. Alors ça, il faut poser la question au chirurgien. En chirurgie, c'est pas possible. Je crois que c'est assez compliqué de dévier les voies pancréatiques et biliaires. En tout cas, ils ne le font pas. Mais moi, je ne suis pas chirurgien, donc je ne vais pas dire c'est fastoche. Il n'y a qu'à le faire. Alors, les aliments finissent à rejoindre la portion à boucher avec le duodénum. C'est vrai, mais cette partie a une longueur réduite par rapport à un intestin grêle. Et en fait, c'est là-dessus que ça joue. C'est que la longueur du grêle où il va y avoir les enzymes, la bile et les aliments, elle est réduite par rapport à un sujet normal. C'est comme si on avait raccourci le grêle. Donc, on ne va pas pouvoir absorber des quantités normales. Surtout que la petite taille de l'estomac fait que la quantité d'aliments qu'on peut ingérer en une fois, elle est réduite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, professeur. La différence entre une chirurgie du bypass et des anneaux gastriques se fait uniquement sur l'IMC et le profil psychologique du patient ou Alors, on m'a posé ce genre de questions tout à l'heure. Non, mais ce n'est pas un problème et je fais la même réponse. Je ne suis pas chirurgien et je ne suis pas un médecin de l'obésité. Donc, je ne vais pas parler avec vous des indications thérapeutiques de l'obésité, parce que je ne suis pas capable de le faire. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il est extrêmement pratique pour raisonner sur qu'est-ce qui se passe et où. Et de quoi on a besoin pour faire de la digestion, de quoi on a besoin pour faire du transport, etc. Je trouve que c'est un très bon exemple de physiopathologie. Mais je ne me sens pas du tout capable de discuter avec vous des des indications, des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour traiter les obésités. Ok, merci beaucoup. Désolé, mais... Non, il n'y a pas de problème. Merci. Bon, si vous n'avez plus de questions et que vous êtes
satisfait comme ça. Il me reste à vous remercier de votre participation, à vous souhaiter un bon week-end, et puis une prochaine fois, parce que je crois qu'on a un autre dé qui est programmé jeudi prochain, il me semble. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Ce qu'il en reste, ouais.